Histoire du Portugal contemporain, de 1890 à nos jours, édition Chandaigne. Alors, Yves Léonard, après salazarisme et fascisme, il fallait quoi? Il fallait faire le point, mais plus que ça, on va rentrer un petit peu dans le détail du livre. Oui, alors il y avait plusieurs choses. D'abord, je pense qu'il est utile aujourd'hui d'avoir une synthèse, parce que c'est l'objet de ce livre, de faire une synthèse sur l'histoire contemporaine du Portugal, à la fois le contenu, comment cette histoire a eu lieu, mais aussi, et c'est important, de rendre compte des débats très importants qui se sont déroulés au Portugal au cours des dernières années. En termes savants, on parle de débat historiographique, mais c'est vrai qu'au Portugal, il y a eu énormément de choses et je pense qu'il était important qu'un public français large y ait accès. Donc c'est d'abord ce souci de proposer quelque chose de synthétique, cohérent et à jour sur le Portugal contemporain. Ensuite, la démarche plus personnelle, on va dire, c'est que je me suis lancé il y a déjà pas mal de temps dans une réflexion sur le régime salazariste. Bon, il y a eu salazarisme et fascisme il y a quelques années. J'ai continué d'explorer ce thème par différents canaux. Et le but ultime, c'est de pouvoir proposer une biographie aussi du personnage central qu'est Salazar. Donc tout ça est à mettre un peu en perspective. Et j'avais besoin, à titre personnel aussi, de faire un peu le point et d'y voir aussi clair que possible en espérant que cette clarté personnelle transparaisse dans le livre et soit utile pour un public large. Alors, Georges Sampaï, c'est lui qui a fait l'avant-propos. Alors, je cite, « Ce livre, c'est une invitation au voyage et à la découverte d'un pays qui reste très méconnu de ses partenaires européens, notamment en France. Mais en même temps, vous avez voulu lutter contre un certain nombre de clichés et des a priori, je crois aussi. » Oui, le constat est juste. On ne peut que regretter d'ailleurs, et on peut essayer de trouver des facteurs explicatifs. Il y a une grande méconnaissance et d'autant plus injuste et pas normale d'une certaine manière que l'histoire du Portugal est très riche, très dense, et que si on regarde notamment le XXe siècle, il y a au moins 3 ou 4 grands thèmes qui sont plus que des sources d'exemples anecdotiques, de comparaisons anecdotiques. La première, c'est quand même un pays qui a adopté des institutions républicaines très tôt, le 5 octobre 1910, le deuxième pays en Europe, après la France, à le faire. C'est quand même très peu connu et c'est important. La deuxième chose, c'est évidemment plus connu, mais on n'en mesure pas toujours toutes les implications, c'est la question du fait colonial, qui fait que ce pays a été, ça c'est plus connu, l'un des premiers à être pays découvreur et pays colonisateur, et il restera le dernier pays européen, et ça les gens l'ont un petit peu oublié. Le troisième fait particulièrement singulier, et sur lesquels évidemment on a déjà beaucoup réfléchi, mais on n'en fait jamais complètement le tour, c'est la question du régime salazariste. Sa nature, son mode opératoire et sa longévité exceptionnelle à l'échelle de l'Europe. Et puis le quatrième exemple, qui fait d'ailleurs l'objet de la couverture, c'est la nature de cet événement à nul autre pareil, totalement singulier, qu'est le 25 avril 1974. Donc au moins quatre séries d'exemples pour dire à quel point il est injuste, non seulement injuste, mais c'est mutilant que de ne pas savoir ce qu'a été l'histoire de ce pays. Après, il y a des autres pans qui sont explorés peut-être plus, non pas plus facilement, mais qui suscitent un intérêt plus direct et bien compréhensible, parce que comme c'est un pays de forte émigration, évidemment, la question de la nature de cette émigration, de son importance, de ses caractéristiques, notamment pour un pays comme la France, ça fait l'objet de très belles études, très solides. Je pense notamment aux travaux de Victor Pereira, tout à fait remarquables sur toutes ces questions. Mais ce que j'ai voulu faire là, c'est de prendre le sujet un peu dans sa globalité. Alors, on parle aussi quand on parle des a priori ou des clichés par rapport au Portugal, il y a 3 F. Fado, Fatima et football. Alors justement, revenons un petit peu à l'actu, parce qu'il y a CR7, il y a dedans Ronaldo. Alors, le Portugal a gagné l'Euro en France.
et un boom touristique français au Portugal et un boom fiscal aussi pour les retraités, le dumping fiscal. Passons. Alors justement, ces jours-ci, Antonio Guterres a été élu secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies après avoir été haut commissaire aux réfugiés. Alors oui, c'est un paradoxe apparent, c'est-à-dire qu'il y a des éléments, des phénomènes, des événements de singularité extrême qui braquent le projecteur sur le Portugal ou des Portugais exemplaires. On vient de commencer, on citait CR7 et l'épopée portugaise en France au dernier championnat d'Europe de football, remporté, et ça a suscité pas mal de débats et même des commentaires ambivalents, on va dire, très partagés sur cette victoire. Et quand on s'intéresse de près au Portugal, et quand on est soi-même portugais, mais quand on s'y intéresse de près, ça faisait un peu mal au cœur et ça interrogeait beaucoup. Et effectivement, CR7, Cristiano Ronaldo, est aujourd'hui une star planétaire qui porte les couleurs de son pays. Ensuite, eh bien, effectivement, le tourisme, beaucoup de Français aujourd'hui ont littéralement découvert le Portugal pour de multiples raisons, notamment ce tourisme du soleil qui s'est réorienté à la lumière des crises sur le bassin méditerranéen en Afrique du Nord, les questions de sécurité. Donc beaucoup de Français et d'Européens ont fait le choix d'aller au Portugal, donc il y a une véritable déferlante française, notamment à Lisbonne. Les questions fiscales, effectivement, qui ont également leur part pour les jeunes retraités, et les retraités qui trouvent là-bas au Portugal des raisons de s'implanter, on va dire, autour de 6 mois dans l'année. Et puis, la nomination toute récente d'Antonio Guterres comme secrétaire général des Nations Unies, qui est un fait absolument exemplaire et qui est une reconnaissance à la fois pour l'homme, la personne qui a été choisie, mais aussi qui rejaillit sur tout le Portugal et qui est un élément fort de reconnaissance et de visibilité. J'ajouterais que le Portugal, voilà, et pour faire le lien avec la précédente question, raison de plus pour connaître mieux l'histoire de ce pays qui a donné naissance et qui a porté en avant des personnalités aussi exemplaires et un pays aussi beau à visiter et culturellement riche que le Portugal. Bon, oublions un petit peu José Manuel Durão Barroso, l'ancien président de la Commission européenne. Revenons un petit peu en arrière et surtout, on en parle toujours de cette mademoiselle Garnier et vous avez réussi à trouver un certain nombre de photos. Chose extraordinaire, une photo avec Salazar qui est en train de rire, chose rare, parce qu'il y a très peu de photos là-dessus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec... elle a écrit 2 livres sur Salazar, mais le plus étonnant de tout ça, c'est qu'elle a participé à une radioscopie de Jacques Chancel en 1975. Oui, alors l'histoire de Christine Garnier est tout à fait singulière, et d'abord par l'histoire même, et en plus parce qu'elle nous révèle sur le dictateur et sur le régime par extension. Elle, eh bien, c'est une journaliste, elle n'a pas été toujours journaliste au départ de sa carrière, mais elle l'était devenue, et qui a été envoyée là-bas par un éditeur français, bien connu d'ailleurs, qui s'intéressait au Portugal, Bernard Grasset, qui lui a demandé d'aller faire une étude en gros sur ce dictateur atypique et très misogyne, enfin réputé misogyne. Et donc elle y est allée un peu en service commandé, en mission, pour produire ce livre. Sauf que, évidemment, les choses ne se sont pas... Avec la volonté de l'équipe qui entourait Salazar de faire un document un peu de propagande. On est au début des années 1950 et l'idée, c'est bien de modifier, d'humaniser, entre guillemets, l'image du dictateur. Un dictateur austère, froid, mystérieux, et qui avait été en proximité dans les années 30 avec les régimes autoritaires et fascistes de l'Europe. Bon. Donc il fallait modifier cette image, d'autant plus que le Portugal de l'époque a fait son entrée au sein de l'OTAN. Et donc au sein du bloc occidental, en 1949, le traité de l'Atlantique Nord a été finalisé et le Portugal est membre fondateur. On est dans un contexte porteur pour le régime, d'anticommunisme viscéral et de rapports Est-Ouest exacerbés, de conflits Est-Ouest. C'est donc dans ce contexte-là que Christine Garnier va arriver au Portugal au tout début des années 1950 et va rencontrer le dictateur, non pas
dans des actes de visibilité institutionnelle, solennelle, mais dans une proximité du quotidien et notamment un honneur qui était réservé à très peu, de pouvoir partager des moments de complicité dans la résidence, enfin dans la demeure familiale et d'origine du dictateur, là où il était né, près de Santa Comba d'Armes. Et ça, c'était réservé à très très rares visiteurs. Et donc, Christine Garnier, qui était une jeune femme qui avait très belle allure et très élégante, a certainement exercé une fascination, une séduction très forte sur Salazar, qui lui-même, l'histoire l'a montré depuis, ce n'était certainement pas le moine dictateur que la propagande et ses proches essayaient de dépeindre. C'est-à-dire qu'on lui a prêté, il a eu un certain nombre d'aventures féminines, multiples, étonnantes, et de toute évidence, même si Christine Garnier est toujours restée extrêmement discrète et réservée là-dessus, il y a eu quelque chose de fort entre les deux personnages. Elle, certainement admirative, très impressionnée par ce personnage qui avait déjà une soixantaine d'années, et qui l'a fortement impressionné par son érudition, sa culture, sa capacité à s'exprimer dans un français tout à fait parfait. Et évidemment, ils ont mis en place des moyens tout à fait révélateurs, rares, qui témoignent bien de l'intérêt fort que Salazar lui portait. Et c'est une amitié sentimentale qui a perduré, qui s'est maintenue pendant des années et des années. C'est-à-dire que Christine Garnier a publié son livre en 1952 en France, traduit au Portugal en 1953, avec des séries photographiques prises d'ailleurs par un inspecteur de la PIDE, tristement célèbre, puisque c'est lui qui a été impliqué ensuite dans l'assassinat du général Delgado en février 1965. C'est cet homme-là qui a pris les photos que l'on voit aujourd'hui et qui représente effectivement un Salazar auquel on n'était pas habitué à l'époque, un Salazar en costume clair souvent, souriant, avenant, en un sens humanisé. Et c'était l'un des objectifs que recherchait Christine Garnier. L'histoire sentimentale, certainement, évidemment, à l'époque, n'a pas été popularisée, mais elle a certainement eu lieu. Et c'est Christine Garnier qui a continué, mais pendant des années et des années, à rendre hommage dans des écrits très nombreux, en France, dans des articles de journaux notamment, dans des revues grand public. Je me souviens d'un titre en 1958 où elle parle du véritable Salazar. Dans les années 60, elle a continué de lui rendre visite à de nombreuses reprises, et y compris l'une des dernières visites qu'elle lui a rendues, c'est au mois d'août 1968, après la chute de Salazar au fort d'Estoril, et quand il avait déjà ce problème, cet hématome qui a donné l'AVC, qui en septembre l'a mis sur la touche politiquement. Elle lui a rendu visite, accompagnée d'ailleurs à ce moment-là de son 4e mari, je crois, qui était de la visite. Donc c'est un personnage tout à fait fascinant, et dans la radioscopie de Jacques Chancel, qui date effectivement de 1975, à l'époque, Christine Garnier a une soixantaine d'années. Dans cette radioscopie, il parle de beaucoup de sujets, parce que c'est une femme qui a beaucoup voyagé, qui a écrit des romans. Certains de ses romans ont été même adaptés au cinéma. Les héros sont fatigués, des choses de ce type, qui ont connu du succès. Elle a été grand reporter. C'est une femme qui a beaucoup voyagé. Et dans cette radioscopie, interrogée par Jacques Chancel, elle dit, d'abord, je ne fais pas de politique. Donc vous ne me ferez pas commenter on est en 1975, c'est-à-dire après la chute du régime salazariste, et bien sûr la mort de Salazar. Vous ne me ferez pas commenter l'actualité politique, mais en revanche, elle dit toute son admiration qui reste intacte pour l'homme Salazar. Voilà, donc ça c'est un témoignage, et les Français, voilà, j'en ai un peu parlé dans cet ouvrage, mais effectivement, il y a toute une réflexion à mener, sachant que les autorités diplomatiques ici en France ont été mobilisées pour que Christine Garnier soit toujours maintenue
dans la proximité, avec des témoignages de proximité, l'ambassadeur ici ayant eu mission à un moment de faire l'acquisition place Vendôme chez un grand joaillier de bijoux, etc., qui coûtait un certain prix et qui, évidemment, dans le contexte de l'époque, pour un homme réputé austère et qui comptait de près les sous de ses compatriotes, voilà, ça n'a pas été su évidemment à l'époque, mais voilà, c'est toute cette image un petit peu différente que Christine Garnier a contribué à forger avec le soutien de la propagande. Bien entendu, je rappelle le titre du livre, l'histoire du Portugal contemporain, de 1890 à nos jours. Bon, le livre, il faut le lire parce que il aborde plein de sujets et on mélange l'histoire, la politique, l'économie et surtout la dernière partie, parce que c'est récent, on arrive jusqu'à la formation du actuel gouvernement, António Costa. Dernière question justement, c'est un ovni pour vous, l'actuel gouvernement, parce que pour la première fois depuis 1975, le Parti communiste soutient un gouvernement socialiste. C'est quelque chose, oui, une rupture, c'est quelque chose de très neuf par rapport aux 40 dernières années de vie politique au Portugal. C'est-à-dire que pour la première fois, il y a une alliance qui s'est réalisée à gauche du spectre politique, une alliance peu envisageable il y a encore de cela quelques années, qui est le fruit à la fois d'une forme qui n'est pas propre au Portugal, qu'on observe dans toute l'Europe, d'essoufflement du système politique, avec une offre politique qui, de toute évidence, pose problème à l'électeur. Il suffit de regarder les taux d'abstention, notamment, les taux d'abstention qui sont dans une moyenne européenne, mais qui sont élevés, et qui sont évidemment sans comparaison avec les taux de participation qu'on observait au moment du retour de la démocratie. Donc ça, c'est le premier phénomène. Ensuite, eh bien, l'alliance, elle a été rendue possible par les résultats électoraux eux-mêmes, c'est-à-dire à la fois un parti socialiste qui a maintenu et amélioré ses positions des dernières années, qui a obtenu un score meilleur que lors des précédentes consultations électorales, en 2011, celle de 2011, donc qui a retrouvé un petit peu un poids, qui est quand même, quand on dépasse fortement les 30% des suffrages, c'est un poids politique, et en même temps, l'émergence d'une force politique à la gauche de la gauche, qui n'est pas le Podemos espagnol avec sa particularité qui est le bloc de gauche, qui existe depuis des années, mais qui n'avait pas jusque-là trouvé une telle audience, et donc là qui a atteint ses meilleurs scores, qui a réalisé ses meilleurs scores, et en même temps un parti communiste qui, après avoir connu des taux élevés pendant les années 70 et encore au début des années 80, avait amorcé une décrue forte et qui a stabilisé ces décrues et consolidé un certain nombre de positions. Donc 3 acteurs qui avaient finalement des intérêts communs, même si compliqués à mettre en œuvre, pour s'entendre et proposer une alliance de gouvernement qui soit évidemment portée par le Parti